Merci beaucoup pour cette introduction. Alors, je n'ai pas fait tout ça en 3 ans. Hein. On vous a raconté toute ma vie, donc évidemment, c'était des étapes. Et dans une des étapes, la première, pour être exact, il y avait aussi un passage de 2 ans à la Commission européenne, où j'avais rencontré Christelle de Vieuxart. Nous avons commencé au même moment. Et donc, c'est pour ça que c'est une autre raison pour moi d'être absolument ravie d'être avec vous aujourd'hui, de pouvoir la revoir, de boucler une boucle finalement. Et puis pour écouter des gens aussi passionnants que Sébastien et tous ceux qui vont nous succéder. Vraiment, merci pour cette invitation. Et ravie d'être avec vous. Donc, le thème de cette journée, c'est donc le sens de la relance. Quelle relance finalement? Quelle relance aujourd'hui? La question est importante puisque, comme l'a rappelé Sébastien à l'instant, entre la crise du Covid, les inondations, les incendies cet été, en gros, comme disait la chanson de Stéphane Echer, d'où qu'elles viennent, les nouvelles sont mauvaises. Et jamais, sans doute, le futur ne fut aussi incertain qu'aujourd'hui. Hier, on me posait la question, finalement, vous qui prédisez le futur, ça doit être très compliqué aujourd'hui. Non, d'abord, je ne prédis pas le futur et ça vient d'être très bien expliqué, donc je ne vais pas revenir dessus. En revanche, jamais la prospective n'a sans doute été aussi utile qu'aujourd'hui, importante qu'aujourd'hui, puisque précisément, c'est en réfléchissant à tous les outils, tous les paramètres, toutes les variables, tous les scénarios dont nous disposons, que nous pouvons faire les meilleurs choix. Il n'empêche que pour la première fois de l'histoire humaine, probablement, l'avenir des prochaines générations se présente moins bien que la vie de leurs aînés. L'avenir de nos enfants se présente moins bien que notre propre avenir. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est très, très important, puisque dans la présentation de moi qu'on vient de vous faire, on a oublié une chose absolument essentielle, centrale, motrice, tous les jours, c'est le fait que j'ai 3 enfants, 3 jeunes enfants encore, et que tous les jours, une des choses qui m'anime et qui donne du sens à mon travail, à mon existence, c'est à quel avenir je contribue pour eux, comment est-ce que je les prépare aussi à cet avenir, d'où évidemment, entre autres, mon orientation vers la prospective. Et donc la question que ça pose, c'est aussi de savoir qu'est-ce qu'on peut faire et quelle est la part de chacun. Quelle est votre part à tous et à chacun, et quelle est ma part? Quelle responsabilité j'ai, quelle responsabilité nous avons collectivement, individuellement, face au futur? Et une fois qu'on répond à cette question, on pourra trouver quelle est la bonne relance finalement. Quelle réponse on peut apporter pour sortir de la crise? Et à ce propos, pour ceux qui ne le sauraient pas, je vous rappelle que le mot crise, en grec, étymologiquement parlant, ça veut dire, un mélange, ça veut dire à la fois décision et jugement. Autrement dit, c'est une décision entre des choix possibles. Donc là, on retrouve le lien avec la prospective, il y a une décision entre des scénarios possibles. Nous avons le choix. C'est absolument important, essentiel de comprendre que nous avons le choix. Et donc, c'est aussi évidemment essentiel de savoir d'où nous partons pour choisir où nous allons. Et donc, pour répondre, replacer la décision que nous avons à prendre, les décisions que nous avons à prendre individuellement et collectivement aujourd'hui, il faut les replacer dans leur contexte long. Ce qui m'intéresse, moi, ce n'est pas l'actualité, ce n'est pas demain, c'est la durée. Et à partir de ce moment-là, on voit aussitôt d'ailleurs que le Covid n'est qu'un élément du contexte. Après tout, si on parle de relance, Sébastien l'a dit, il y a une idée de retour à un avant. Et donc, il faut savoir quel avant on choisit, par rapport à quand et par rapport à quoi on va faire cette relance. Une fois de plus, de quel avant on parle. Et donc pour ça, je vous propose de commencer en revenant quelques années en arrière, pour revenir en 2010, 2015, 2019. Où est-ce qu'on en était à ce moment-là? Puisqu'on aspire visiblement à y retourner, quelles étaient les grandes tendances que nous observions et qui donneraient finalement du sens à vouloir renouer avec cet avant? Eh bien en fait, l'avant-Covid, c'était tout sauf une promesse de croissance durable, pour reprendre un oxymore, puisqu'au contraire, nous étions dans une dynamique d'épuisement. Épuisement des terres arables sous l'effet d'une agriculture depuis trop longtemps, trop intensive, épuisement des ressources fossiles, épuisement des ressources en eau,
Épuisement programmé, préoccupant de certains minerais qui sont pourtant indispensables à la production de produits que nous consommons tous les jours, en commençant par nos smartphones. Je pense au lithium, au cobalt, au tantale, etc. Une dépendance qui nous exposait déjà et qui nous exposera de plus en plus à des impacts économiques probables et des impacts géopolitiques. Vous avez vu récemment les talibans qui ont une partie le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan, c'est aussi l'accès, la maîtrise pour eux de sources importantes de lithium, d'une des principales réserves mondiales de lithium. Épuisement du vivant aussi, dans cet avant, épuisement du vivant avec le recul de la biodiversité, avec la disparition des espèces à un rythme inédit dans l'histoire de la planétaire. Et puis globalement, donc, c'est l'épuisement, c'était l'épuisement de la biosphère qui se manifeste par les dérèglements climatiques, bien sûr, et toutes les conséquences de ces dérèglements, que ce soit la croissance des incendies, on l'a vu cet été en Europe, des précipitations, la modification du régime des précipitations, on l'a vu tout près d'ici, augmentation des niveaux de pollution, recul de l'espérance de vie, dilatation des océans, changement de régime des précipitations, je l'ai dit. Donc vous voyez, on avait déjà programmé toute une cohorte de conséquences de nos choix. Et c'était ça, notre avant. Tout cela est connu. Le GIEC, je vous le rappelle, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous encourage à le faire. Le GIEC a publié cet été une partie de son 6e rapport. Et il y a un résumé de 40 pages tout à fait accessible. Donc je vous encourage à le lire, puisque ça fait un petit peu donc, cet inventaire des possibles, des scénarios possibles, à partir des choix que nous faisons et que nous ferons maintenant. Et cet inventaire, il souligne au moins 2 choses. La première, c'est que le Covid n'est pas, et de loin, ce qui peut nous arriver de pire. Le Covid n'est pas ce qui peut nous arriver de pire. Le Covid, c'est petit, c'est quelque chose de finalement relativement sans conséquence à l'échelle de l'histoire humaine par rapport à ce qui pourrait nous attendre. Et les conséquences de l'épuisement de la biosphère seront certainement beaucoup plus délétères que ce que nous vivons à présent. Et sans cette fois qu'aucun masque, aucune politique de confinement et aucune relance ne soit une réponse à ce qui nous attend. Et le deuxième enseignement de ce petit inventaire que j'ai fait et qu'on retrouve dans le rapport du GIEC, c'est que le phénomène s'accélère. Cet été, vous l'avez vu, des nouveaux records de chaleur ont été battus en Europe, en Amérique du Nord. L'an passé, il a neigé au Brésil. Il a plu à 3000 mètres d'altitude, au mi-août, à 3000 mètres d'altitude au Groenland, probablement inédit à l'histoire de l'échelle humaine en tout cas. Et rappelez-vous aussi, l'année passée, le seuil équivalent à 35 degrés humides a été franchi en plusieurs endroits de la planète. C'est important puisque c'est le seuil au-delà duquel, s'il se prolonge plus de 6 heures, eh bien, au-delà duquel donc, la chaleur devient fatale pour le corps humain. Ça veut dire que c'est le moment où ça devient invivable, insurmontable pour l'espèce humaine. Or, dans le pire des scénarios du GIEC, enfin en tout cas jusqu'au 5e rapport, on attendait de tels épisodes en 2100. Nous sommes en 2021. Donc vous voyez un peu le phénomène d'accélération. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est trompé ? Pourquoi est-ce que le GIEC s'est trompé ? Il y a plusieurs réponses, plusieurs explications, mais sans doute aussi parce qu'avec le temps, et depuis une 50aine d'années en particulier, eh bien, le nombre d'acteurs et le nombre de variables se sont considérablement accrus. Et donc le nombre d'interactions entre les phénomènes et de rétroactions augmente aussi, et donc avec eux le nombre de scénarios possibles. Donc on est entré dans une ère de la très très grande complexité, infinie complexité. Ce qui veut dire que pour pouvoir agir et pour pouvoir avoir un impact sur le cours des choses et choisir un scénario et déterminer un scénario plutôt que l'autre, eh bien, il faut pouvoir mobiliser le plus d'acteurs possible à tous les niveaux, du global à l'individu. Et ça, c'est important, cette idée de mobilisation à tous les niveaux et le plus grand nombre d'acteurs possibles dans leur diversité et la diversité de leurs intérêts. Donc ça, c'est un véritable défi qui est celui que nous devons relever aujourd'hui. À propos de la complexité, je voulais, et là je vais repartir à l'échelon individuel, je voulais vous montrer ce que ça veut dire que concrètement, refaire le lien entre chacun d'entre nous et la pandémie de Covid, à la faveur de ce système complexe. Et une intrication systémique qui entraîne
en plus une dilution des responsabilités et donc des moyens d'action. Et donc qui souligne une fois de plus ce défi que je viens d'évoquer. Comme vous le savez, le Covid-19, c'est une zoonose, c'est-à-dire que c'est une maladie qui est transmissible de l'animal à l'homme. Or, depuis quelques décennies, le développement rapide, de plus en plus rapide des zoonoses, en fait, on s'est aperçu qu'il est directement lié à nos activités, et en particulier à notre alimentation, et en particulier à notre consommation de viande. C'est notre régime alimentaire, finalement, qui est un des points de départ de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Puisque à mesure que la croissance économique a fabriqué de la richesse qui appelle à modifier nos régimes alimentaires et qui a entraîné partout dans le monde une augmentation de la consommation de viande. Et donc la nécessité de produire de plus en plus de viande. Et donc de là est née la nécessité de développer l'élevage industriel. Et donc aussi d'accroître la quantité de terre dédiée à produire de quoi nourrir tous ces futurs steaks, tous ces futurs hamburgers, si je puis dire. Pour augmenter cette quantité de terres arables et cette production agricole dédiée à nourrir l'élevage, eh bien, on a déforesté une grande part de la planète. Et en déforestant, en déboisant, on déconfine des animaux sauvages et des espèces sauvages, et avec eux les virus dont ils sont porteurs et dont les espèces domestiques étaient jusque-là protégées par ce confinement, par ce tampon forestier, si vous voulez. En même temps, il faut savoir que le développement de l'élevage industriel vient aussi accroître la production des émissions de méthane, très puissant de gaz à effet de serre, et en même temps que l'agriculture qui sert cet élevage, eh bien, augmente la production de protoxyde d'azote, également très puissant gaz à effet de serre. En même temps, le développement de l'élevage industriel vient accroître la proximité des animaux avec l'homme, des espèces entre elles et des animaux avec l'homme, tout comme le commerce des espèces sauvages sur certains marchés, et on a vu le cas en Chine. Et ce qui fait que donc, ce sont autant de facteurs qui facilitent la transmission jusqu'à l'homme, aussi bien du H5N1, de l'encéphalite spongiforme, ou plus récemment, le H5N1, oui je l'ai dit, le SRAS aussi, et plus récemment donc la Covid-19. Donc vous voyez le lien, ce que c'est que la complexité, la systémique, c'est aussi ce lien qui ramène finalement nos comportements, notre régime alimentaire, et qui fait le lien avec la pandémie. Et puis en même temps, déforestation, on sait très bien que c'est un des grands facteurs aujourd'hui du réchauffement climatique. Et je vous rappelle que la consommation de viande globalement s'accroît, et donc le réchauffement climatique aussi. Et les effets du réchauffement climatique aussi, jusque dans les régions polaires. J'ai évoqué à l'instant la pluie au Groenland. L'année dernière, rappelez-vous, on avait enregistré des températures supérieures à 39 degrés au-delà du cercle polaire, avec évidemment comme premier effet l'amplification des feux de forêt boréales, on l'a vu aussi cette année au Canada, et des feux de tourbe aussi, qui en plus du CO2 que ces incendies rejettent dans l'atmosphère, eh bien, produisent d'importantes quantités de cendres dans les régions australes. Or, en retombant sur les glaces de l'Arctique, les particules sombres limitent la réverbération et donc amplifient à leur tour l'effet de serre. Et puis, évidemment, du coup, ça contribue à nouveau à cette hausse des températures dans cette région du globe, où je vous rappelle que le réchauffement est au moins 2 fois plus rapide, et c'est le dernier rapport du GIEC qui le confirme, au moins 2 fois plus rapide qu'à l'échelle mondiale. Et donc, ça a plusieurs conséquences. D'abord, le dégel du pergélisol, qui lui-même a plusieurs conséquences. Les glissements de terrain, on se souvient l'année dernière de cet effondrement des routes et des infrastructures en Russie, par exemple. On se souvient de ce réservoir russe l'année dernière qui, en s'effondrant, avait déversé plus de 20 000 tonnes de diesel dans la nature. Le dégel du pergélisol, c'est aussi de grandes quantités de méthane qui sont émises dans l'atmosphère, et donc on a à nouveau une contribution au dérèglement climatique. Autre conséquence, la résurgence de carcasses qui ont été conservées pendant le permafrost, parfois depuis des centaines de milliers d'années, et avec elles le réveil de bactéries, de virus et de parasites qui étaient non pas morts, mais qui étaient tout simplement endormis, congelés par le froid. Et pour vous donner un exemple, en 2016, il y a eu une épidémie d'anthrax qui a décimé les troupeaux de rennes en Sibérie. Et quand on a analysé
les sources, le bacille qui était responsable de cette pandémie, on s'est rendu compte qu'il y avait deux bacilles en réalité et que l'un d'entre eux datait du XVIIIe siècle. Donc en fait, une épidémie contemporaine provoquée par un virus qui datait du XVIIIe siècle. Et puis avec le dégel de la banquise, la réduction de la banquise chaque année et le dégel de la calotte glaciaire, et puis ce sont évidemment d'importantes réserves de minerais, de pétrole, de gaz qui deviennent accessibles et donc qui augmentent les réserves et donc qui repoussent l'échéance de conversion finalement des usages en laissant tomber les énergies fossiles dont on sait qu'elles sont hautement responsables évidemment aussi des dérèglements climatiques et du réchauffement. Enfin, fonte de la calotte glaciaire qui plonge de très importantes quantités d'eau douce dans l'océan Arctique, il va modifier les courants et en particulier qui va affaiblir, et ça on l'étudie depuis 2 ans à peu près de manière, on a augmenté beaucoup les connaissances là-dessus, qui affaiblit le phénomène du Gulf Stream, dont dépend évidemment, c'est un peu notre thermostat dans l'hémisphère nord, qui affaiblit la stabilité climatique de nos régions. C'est tout ça. Vous voyez un peu ce que c'est que la complexité systémique. Et tout ça pour dire aussi, évidemment, c'est extrêmement déprimant ce que je viens de vous raconter, parce que ça paraît un système tellement puissant que comment on peut s'en sortir. Et en même temps, je vous rappelle le point de départ, l'alimentation, le régime carné de notre alimentation, la consommation de viande. Donc, tout ça pour dire que nous avons aussi, grâce à l'effet systémique, nous avons tous un rôle à jouer. Parce que cet effet systémique, on le retrouve sur d'autres, je pourrais le décrire sur d'autres phénomènes. Donc on a la possibilité d'agir. Mais il n'empêche que c'est extrêmement déprimant et qu'on a quand même l'impression aujourd'hui, on l'a vu à l'instant, qu'on est à la fin d'une civilisation, que c'est donc notre civilisation qui aujourd'hui est questionnée. Et je me suis posé la question à ce moment-là, face à cette complexité et face aux échéances qui sont les nôtres, de savoir, et ça c'est ma vieille formation, enfin ma première formation d'historienne qui m'a amené à me dire, est-ce que dans l'histoire des civilisations, l'humanité s'était trouvée dans une même échéance, face à une même complexité et face à des mêmes choix, et comment ça s'était passé? Alors j'ai relu l'excellent livre que je vous recommande sur l'effondrement des civilisations de Jared Diamond, mais plus récemment, il y a 2-3 ans, j'avais lu un ouvrage d'un historien américain dont, juste à l'instant, le nom m'échappe, mais le titre du livre, c'est « Comment l'Empire romain s'est effondré ». Et ça fait beaucoup réfléchir. Donc, je vais vous le résumer très, très rapidement. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours d'histoire à l'école primaire. Au IIe siècle de notre ère, les Romains contrôlaient une zone qui allait de la Grande-Bretagne jusqu'au port du Sahara et jusque dans la vallée du Nil et la Mésopotamie. On parle même de première mondialisation. La population de l'Empire romain, à ce moment-là, c'est 75 millions de personnes. Et donc, on est à l'apogée, finalement, de l'Empire romain. 5 siècles plus tard, l'Empire n'est plus que l'ombre de lui-même. C'est un petit État vassal qui est contrôlé depuis Constantinople. Et entre-temps, tout s'est effondré. Le commerce, les villes, le progrès technique, les relations, les voyages, tout s'est effondré. La civilisation romaine, finalement, a fini par s'effondrer. Et donc, la question que ce livre soulève, c'est de savoir comment est-ce qu'on est passé de l'un à l'autre. À l'école, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a dû vous raconter que l'effondrement de la civilisation romaine, c'est le résultat d'une longue période de décadence, de luxure, de crise intestine aussi, qui, en affaiblissant l'Empire et ses élites, ont facilité la victoire des hordes de barbares qui étaient donc venus du Nord. Eh bien, alors tout ça est certes exact et conforte d'ailleurs ce que Sébastien vient de nous dire sur le striatum. Il y a eu un excès de striatum chez les Romains, visiblement, un dérèglement du striatum accéléré. Mais ce qu'on vient de découvrir aussi, grâce aux nouvelles techniques scientifiques de recherche et d'exploration, notamment d'exploration du climat avec les fameuses carottes glaciaires, eh bien, c'est qu'il manquait des explications. Et au moins 2 facteurs ont été également parfaitement déterminants dans la chute de Rome. Et ces 2 facteurs, c'est le climat et les pandémies. Au départ, il faut savoir que l'Empire romain, il s'est développé à la faveur d'un climat qui était à la fois relativement chaud, humide, mais stable. C'est-à-dire très propice à la productivité agricole.
Or, les recherches climatiques récentes, les fameuses carottes glaciaires, donc, ont fait apparaître qu'entre l'an 450 et l'an 700, l'Empire romain a connu ce qu'on appelle un petit âge glaciaire. Et les causes de ce changement climatique, en fait, elles sont volcaniques. À l'époque, ce n'était pas les émissions de CO2 dues à une surutilisation de nos BMW, mais, ou d'un excès de consommation de l'élevage plutôt. Mais c'était donc des deux éruptions majeures qui ont envoyé de tels nuages dans la stratosphère, des nuages de poussière dans la stratosphère, qu'ils ont filtré les rayons solaires et qu'ils ont entraîné donc une chute de température moyenne de 2,5 degrés. En gros, une évolution de la température telle que nous l'imaginons, mais en sens inverse, en réchauffement, d'ici une cinquantaine d'années ou la fin du siècle au mieux. Eh bien, de la même façon donc, que le climat stable, chaud, humide avait favorisé la croissance agricole, et donc la croissance économique et le commerce, donc aussi le pouvoir militaire de l'Empire romain, eh bien, de la même façon, le refroidissement climatique, lui, est venu saper tous ces fondements de la civilisation romaine. En premier lieu, ce sont les récoltes qui ont été touchées et qui ont affecté du coup les équilibres alimentaires et donc les équilibres sanitaires de la population romaine. Or, il faut savoir que les Romains, au même moment, se trouvaient déjà dans un contexte épidémiologique très particulier, puisque pour étendre la cité de Rome, les Romains avaient procédé à beaucoup de déboisement et d'assèchement de marécages, et donc avaient modifié considérablement les écosystèmes locaux. Et en faisant cela, ils ont déconfiné un moustique qui s'appelle le Psalmodium falciparum, qui est le moustique qui est responsable de la forme la plus grave du paludisme. Et comme les Romains n'avaient développé, exactement comme nous avec le Covid, aucune immunité à l'époque face à la nouvelle pathologie, eh bien l'arbovirose, en l'occurrence, a tué un très grand nombre de Romains. En même temps, il y avait, je vous ai parlé du développement du commerce, qui s'est appuyé en particulier sur le développement de les constructions des fameuses voies romaines, jusque dans des contrées de plus en plus lointaines, et les voies romaines, mais aussi le commerce maritime, un petit peu comme aujourd'hui avec nos avions et le commerce maritime, qui sont devenus des vecteurs très efficaces pour disséminer dans l'Empire, certes, ses richesses, mais aussi de nombreux germes et des bactéries, en déclenchant à l'époque donc des épidémies de tuberculose, de lèpre et de variole. Et c'est aussi comme ça qu'au VIe siècle, sous l'empereur Justinien, l'Empire a fait face à sa pandémie la plus grave avec le développement de la peste bubonique. Au départ, la peste bubonique, c'est une zoonose, exactement comme le Covid. Elle vient d'un bacille qui est endémique chez les rongeurs sauvages et les fouineurs, et qui, dans ce cas, a été transmise au rat noir, qui lui-même l'a transmise aux puces et donc finalement aux humains, en provoquant une des plus grandes pandémies de l'histoire. Au total, la pandémie dure plus de 2 siècles. Covid, ça fait 2 ans. Hein. La pandémie dure plus de 2 siècles et elle emporte 2/3 de la population de l'Empire. Et ce qui est encore plus troublant, évidemment, vous comprenez toutes les analogies que je suis en train de faire, ce qui est encore plus troublant à l'aune de ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est que les recherches génétiques ont indiqué que cette souche de la peste dite de Justinien était originaire, je vous laisse deviner, de la Chine, et qu'elle était arrivée sur la rive sud de la Méditerranée via les réseaux maritimes qui transportaient la soie et les épices jusqu'aux consommateurs romains. Alors là, qui est déprimant, puisque ça a quand même conduit à la chute de la civilisation romaine. Et si on parlait de prédiction, si on s'appuyait sur ce modèle, évidemment, on pourrait être extrêmement inquiet sur les prochaines décennies, ou puisque le temps il y a un phénomène d'accélération, donc pour notre avenir. En réalité, et il y a une autre, d'autant plus qu'il y a une autre analogie que cette histoire fait ressortir, c'est que ça fait quand même donc au moins 2000 ans que nous ne comprenons pas que la nature est un sujet et non pas un objet. 2000 ans que nous pensons que nos technologies et que nos connaissances peuvent nous permettre de dominer la nature tout en l'exploitant à notre profit de l'économie. 2000 ans que nous n'entendons pas que la nature ne s'aligne pas sur les projets humains et que les organismes et les écosystèmes n'obéissent pas à nos modèles économiques.
Et pourtant qu'il s'agisse d'incendies, d'inondations, de séismes, de canicules, de sécheresses, de tempêtes, sans doute, et donc probablement de coronavirus, il est clair que l'environnement, que la nature a toujours le dernier mot et que cela a même un coût économique majeur. Ça, c'est les analogies. Maintenant, ce qui est curieux, c'est que tout ça, on le sait. Parce que contrairement aux Romains, oui, nous savons. Nous savons les liens entre notre régime alimentaire et le réchauffement climatique. Nous savons les conséquences de la surexploitation des ressources et les conséquences de leur épuisement. Nous connaissons les limites planétaires. On va parler cet après-midi de l'économie du donut. On connaît aussi les enjeux liés à leur déplacement. Autre différence avec les Romains, nous connaissons les risques que nous courons à poursuivre ainsi. Et on en connaît même le prix économique pour nos entreprises. Le coût global du réchauffement climatique en termes de croissance, le prix des catastrophes naturelles, bien sûr, à répétition, comme les inondations ou les incendies, pour faire référence à ce qui s'est passé cet été, le prix social d'une crise sanitaire et d'une crise pandémique comme celle que nous traversons aujourd'hui, le prix politique et géopolitique aussi de la raréfaction de certaines ressources, je l'ai mentionné. Le prix humain, bien sûr, enfin, de l'élévation du niveau de la mer qui va chasser des deltas, des centaines de millions de réfugiés climatiques. Il faudra bien qu'ils aillent quelque part. Tout ça, on le sait. Et alors, encore plus étonnant, on connaît les causes, on connaît les risques, on connaît même les solutions. Les solutions globales pour restaurer le climat, par exemple, ou peut-être pas restaurer la biodiversité, mais en tout cas la conserver et par endroits la réserver. On connaît même des solutions sectorielles. On sait que pour préserver les puits de carbone et la biodiversité, il faut arrêter la déforestation. Il faut arrêter d'accaparer des terres supplémentaires. On sait qu'il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre. On sait qu'il faut cesser d'utiliser des énergies fossiles dans nos usages et dans nos productions. Donc voilà où on en est pour la relance. Tout ça, on le sait. On sait que l'environnement, on a vérifié cet été en particulier que l'environnement n'est pas un objet mais un sujet. On connaît les phénomènes, les causes, on connaît les risques à ne pas agir, on connaît les solutions. Et donc là où nous en sommes, c'est que nous sommes responsables. Nous sommes pleinement responsables. Nous sommes pleinement engagés à l'échelle individuelle comme à l'échelle collective. Et c'est ça le sens de la relance, le vrai sens de la relance en fait. Ça serait d'assumer nos responsabilités. Ce serait de changer de voie pour changer d'histoire finalement. Et la question, c'est donc de savoir qu'est-ce qui nous empêche de le faire rapidement et de mettre en œuvre pour ajuster les solutions à cette situation. Alors normalement, là, c'est là où je parle du bug humain de Sébastien Boller, mais bon, là au moins, je vais gagner un petit peu de temps puisque c'est un des facteurs, évidemment, extrêmement intéressant pour expliquer cette inertie collective face à une situation dramatique. Moi, j'ajoute à cette question-là une deuxième, deux ou trois autres facteurs que je vais citer rapidement. Le premier est une question d'incompatibilité de calendrier. Les calendriers des crises sociales, des crises sanitaires exigent d'apporter des réponses tout de suite. On ne peut pas dire on va apporter une réponse à long terme à la pandémie de Covid. C'est tout de suite quand il y a une manifestation pour réclamer des augmentations ou s'opposer à une loi, c'est tout de suite qu'il faut apporter une réponse. Pareil, le calendrier des entreprises procède d'un temps relativement court, celui des assemblées générales par exemple, celui des bilans, des rendus de compte. Et on sait aussi que le rythme moyen, le calendrier moyen des investissements, c'est 24 mois, c'est 2 ans, c'est très 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 court. Or, il n'y a quasiment aucune réforme ou investissement RSE qui puisse être efficace et qui puisse dire qu'on amortit qui puisse être amorti sur des durées aussi courtes. Donc c'est très difficile pour un élu, pour un dirigeant, de démontrer que sa décision est la bonne, qu'il a répondu à la problématique sur le long terme, alors qu'on lui demande une réponse sur le court terme. Et a fortiori quand ça engage des contraintes ou des coûts supplémentaires. Et donc c'est pareil pour les politiques des entreprises ou les politiques publiques. Politiques publiques qui sont soumises à la fréquence des élections, 3 à 5 ans en moyenne, ce qui est là aussi extrêmement court. Donc on a d'un côté le calendrier du climat et de la biodiversité dont on nous parle de l'horizon 2050, de l'horizon 2100, et c'est une unité qui a sa propre unité de mesure, et de l'autre côté, on a le calendrier auquel on doit obéir tous les jours, et qui est un calendrier sur 2-3 ans. Donc on voit bien là, pour le coup, une forte dissonance cognitive.
Et résultat, au moment des arbitrages, bien évidemment, c'est toujours le court terme qui l'emporte. Et sans qu'il soit possible, ou facile en tout cas, d'intégrer la contrainte climat dans les paramètres de décision. Deuxième obstacle, enfin troisième obstacle, si je compte le striatum au début, c'est le modèle économique et nos référentiels, évidemment. Aujourd'hui, les indicateurs qui structurent, et on vous en a parlé l'année dernière, mais moi je reviens dessus, les indicateurs qui structurent les politiques publiques, et ce qui fait la une dans nos journaux, ce pourquoi on se réjouit aujourd'hui, c'est évidemment l'emploi, le niveau du taux de chômage, et puis c'est la croissance. Aujourd'hui, la poursuite de la croissance, l'objectif, c'est renouer avec la croissance. La relance, c'est la relance de la croissance. On ne juge pas un élu ou un dirigeant sur les émissions de CO2 qu'il a réussi à éviter ou sur la préservation des écosystèmes que ces politiques ont permis de garantir. On le juge sur le taux de croissance, enfin la croissance qu'il a permis de relancer ou pas. Eh bien, quand on réfléchit à la croissance et au référentiel qu'il donne, eh bien, c'est évidemment le modèle économique qui est derrière, auquel il faut réfléchir. Et si je le résume très rapidement, si je le simplifie, c'est quoi ce modèle économique de la croissance ? Eh bien, il consiste à convertir toute hausse de revenus en consommation supplémentaire, donc en production supplémentaire, donc en emploi supplémentaire, donc en croissance supplémentaire, donc en revenus supplémentaires, etc. Et là, on est dans le système extrêmement vertueux de la croissance économique qui a permis tout de même, rappelons-le, de sortir 1 milliard de personnes de la pauvreté en 20 ans, en un quart de siècle. C'est extraordinaire. Donc là, on est vraiment dans un cycle vertueux et on comprend de ce fait que, et c'est rapide en plus, on comprend de ce fait que l'objectif de la relance aujourd'hui, ça soit de renouer avec cette croissance. C'est logique. Mais en même temps, eh bien, si on reprend le même... ça, c'était la phase A de la croissance que je vous ai proposée, puisqu'il y a aussi la phase B. Toute hausse de revenus est convertie en consommation supplémentaire, donc en production supplémentaire, donc en prélèvement de ressources supplémentaires, puisque aujourd'hui, dans notre modèle actuel, la majorité des biens et des services que nous consommons exigent de produire de l'énergie et d'extraire des ressources naturelles toujours davantage. Or, ces ressources, on le sait, sont limitées et leur exploitation croissante épuise la biosphère, je l'ai déjà dit. Donc, pour la relance, ça veut dire qu'il faudrait, alors idéalement, il faudrait passer à un modèle économique qui désindexe finalement la croissance et le prélèvement des ressources. Il faut qu'on passe d'un modèle où la croissance dépend de la transformation des ressources et de la vente de produits neufs, par exemple, à un modèle de vente de services où la prospérité s'appuie, par exemple, sur l'économie circulaire. Autrement dit, in fine, ça veut dire aussi qu'on doit passer d'une économie de la propriété, de l'achat, à une économie de l'accès et de l'usage, qui serait beaucoup moins prédatrice, évidemment. Donc ça, c'est extrêmement compliqué, et c'est d'autant plus compliqué que je vais accélérer, je vais sauter sur le problème de la marchandisation de l'intérêt général et des biens communs pour arriver à un autre obstacle, qui est l'obstacle lié à la peur du changement, auquel j'associe les inégalités. À partir du moment où le climat exige de sortir de la seule logique de croissance économique, telle que nous l'avons connue, pour s'inscrire sur le moyen et le long terme. Évidemment, comme je viens de le dire, ça exigerait un changement de modèle de développement pour sortir de ces mécanismes et qu'on cesse d'opposer le court terme au long terme, le niveau de vie au climat, comme on le fait aujourd'hui, la compétitivité à l'intérêt général. Puisque pour rester performant, pour être compétitif, eh bien, il faut baisser les prix et cette course au mieux, au moins cher, a aussi d'énormes effets sur les ressources et le prélèvement des ressources. Le problème, c'est que quand on veut changer de système, pour que ça soit socialement acceptable, il faut que ça soit équitablement réparti. On le sait. Les mesures efficaces sont celles qui sont les plus facilement, que les gens s'approprient le plus facilement, sont celles pour lesquelles ils ont le sentiment que c'est équitablement réparti. Or, en contexte de forte inégalité comme aujourd'hui, forte inégalité de revenus, eh bien, c'est très compliqué. Pourquoi est-ce que moi je ferais le changement si le changement n'est pas le même, et proportionnellement le même pour tout le monde ? Il faut savoir aujourd'hui, par exemple, au-delà des revenus,
que les 1% des personnes les plus riches dans la planète émettent 2 fois plus de CO2 que 50% de la population mondiale. 50% les plus pauvres. Donc comment est-ce qu'on peut espérer que la population mondiale accepte de modifier de son mode de vie et ses aspirations au regard de cet écart abyssal des responsabilités que j'évoquais tout à l'heure? Alors, il y a bien plein de mesures qu'on pourrait évoquer, comme la création d'indicateurs ajustés, faire évoluer les systèmes comptables, changer le mode de gouvernance. Tout ça, ce sont des solutions qui sont les incitations fiscales, faire évoluer l'appareil normatif. Et c'est le cas. Et puis, Emery Jacquillard nous parlera des entreprises à mission. Il y a énormément de solutions qui sont disponibles. Mais la question, c'est de savoir, mais si les solutions sont là, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on arrive à les mettre en œuvre et à les faire converger et qu'elles aient plus d'impact? Et c'est ce qui m'amène au dernier point, à la dernière condition nécessaire pour réussir cette transition. Et cette condition nécessaire, c'est l'émergence d'un récit collectif qui associe l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire les citoyens, les consommateurs, les entreprises et les pouvoirs publics, pour qu'ils cessent de se renvoyer la balle en plus. Parce que sans récit, on ne pourra pas déclencher ni le sens ni la convergence. Il sera impossible d'amorcer une dynamique de changement qui soit une dynamique systémique et qui soit mutuellement consentie. Et c'est d'ailleurs, vous voyez, pour illustrer la force du récit, je voudrais revenir à ce qui s'est passé à la veille du premier confinement. Il y a eu un récit, on a produit un récit extrêmement mobilisateur, puisque tout simplement, il s'agissait de sauver des vies. C'est vrai que c'est assez mobilisateur. Et ça a été repris par l'ensemble des acteurs de la société, les syndicats, les élus, les entreprises, mais même aussi les responsables des principales religions, les représentants des principaux mouvements religieux. Donc un discours convergent, repris par l'ensemble des parties prenantes de nos sociétés, et qui a permis d'obtenir sans difficulté et extrêmement rapidement, et c'est incroyable à l'échelle de l'histoire, de voir qu'on a pu obtenir le consentement général pour un renoncement majeur pendant plusieurs mois à nos libertés individuelles. Et c'est là où c'est intéressant cette idée de récit, parce que ça donne complètement raison, évidemment, à ce qui vient de vous être dit par Sébastien Boller. Qu'est-ce que c'est le récit? Le récit, ça donne de la cohérence, puisque je vous ai... et juste pour vous dire ce que c'est aussi qu'un récit, le récit, c'est par exemple la Bible, toute l'histoire humaine, elle a été construite autour de récits collectifs. Depuis la Bible jusqu'à la croissance de l'après-guerre, et pour moi c'est un récit extrêmement important, extrêmement exemplaire, c'est le récit de la construction européenne. Quand vous repensez là où on en était en 1945 et sur quoi et comment on a construit un récit collectif qui a permis de construire cette convergence européenne, ça s'est appuyé avant tout sur un récit. Et le récit qui a créé lui-même des intérêts communs, des visions communes, etc. Alors un récit, ça donne de la cohérence. Et dans un système complexe tel qu'est le nôtre, ça nous permet d'appréhender ce contexte, d'appréhender la place de chacun, le rôle de chacun. Donc ça donne une place, une mission à chacun. Ça permet de voir son propre cheminement, de placer son cheminement, mais aussi d'anticiper, puisque le récit montre les étapes, finalement. Ça donne un ordre général au fonctionnement du monde. Ça donne un sens à l'usage des outils. C'est-à-dire que tous ces outils dont on dispose, ils ne sont pas seulement là pour satisfaire le striatum, ils peuvent être là aussi, mis au service de la production de son récit et des solutions qu'il apporte. Le récit collectif, c'est celui aussi qui donne des rituels, des valeurs. Dans les entreprises, on sait très bien que le récit fondateur d'une entreprise est extrêmement important dans l'efficacité, la performance d'une entreprise. Et ce grand récit collectif va aussi pouvoir donner à sa place à chacun, à l'humanité, aux vivants, etc. Donc on voit bien comment ce récit collectif est une façon de réduire l'angoisse collective, de donner des réponses et de donner sa place à chacun. Et ça répond aux 3 exigences, et je vous promets que je n'avais pas entendu ce qu'avait dit Sébastien, ce que vient de nous énoncer Sébastien, mais ça répond exactement aussi à cet objectif-là. Et juste pour conclure, je vais vous donner un exemple très très personnel. Enfin, j'aurais pu en donner au moins 2 ou 3. On a parlé du grand défi, j'espère qui est une façon de répondre à cette exigence, qui est donc cette initiative lancée auprès des entreprises, et j'espère que j'aurai l'occasion d'en parler avec certains d'entre vous lors des pauses ou du déjeuner. Mais je vais vous parler d'un récit beaucoup plus personnel et d'un moment beaucoup plus personnel où
j'ai pris la conscience de la force du récit. En décembre 2016, donc mon mari est décédé extrêmement brutalement, c'est-à-dire qu'il y a la minute d'avant, la minute d'après. Tout ça n'était pas du tout prévu. Enfin, je peux dire, il ne souffrait pas d'une maladie ou quoi que ce soit. Et or, le couple que nous formions, c'est un couple professionnel, un couple personnel. Nous partageons tout, les mêmes aspirations, on partageait nos voyages, nos projets, 3 enfants, une entreprise, des livres que nous avons écrits ensemble, etc. Donc autant dire que c'est tout mon univers, tout l'équilibre de la famille, de l'entreprise, tout ça qui tout d'un coup s'est trouvé en crise pour le coup. Un peu comme aujourd'hui, la crise systémique dans laquelle nous nous trouvons, et bien de la même manière, tout l'équilibre, nous étions en période de crise. Et que faire face à la crise? Et comment est-ce que je donnais du sens à tout ça à mes enfants qui, à l'époque, avaient 4, 6 et 10 ans, même pas. Et au moment même où moi-même, j'avais envie d'abandonner. C'est-à-dire que c'était tellement insurmontable comme crise, c'était tellement profond, tellement multifactoriel que je ne voyais pas quelle réponse je pouvais apporter. Sauf que j'avais ces 3 enfants à qui je ne pouvais pas dire, bah, écoutez, le mieux c'était avant, maintenant il va falloir s'adapter, s'ajuster. On ne peut pas dire aux jeunes aujourd'hui de la même manière, bah, écoutez, le mieux c'était avant et maintenant il va falloir s'adapter, s'ajuster. Non, absolument pas. Donc ce que j'ai proposé à mes enfants à ce moment-là, c'est de construire un récit. Tous les soirs, pendant plusieurs mois, on a imaginé la vie d'après. On a commencé à l'écrire. Bon, ben ça, on ne l'a plus. Alors, comment on va faire? On va devoir déménager, parce qu'avant, on habitait dans une grande maison. Mais maman, elle ne va pas pouvoir faire les accompagnements en voiture tout le temps, etc. Donc, il va falloir changer. Donc, on va aller habiter en centre-ville. Oui, mais alors, si on habite en centre-ville, on ne pourra plus avoir une grande maison. Ça sera sans doute un appartement, donc ça sera plus petit. Donc, comment on va faire? Vous n'aurez plus chacun votre chambre, etc. Et petit à petit, on a posé les problèmes, on a trouvé les réponses, etc. Et on s'est construit une vie. Et puis après, on avait tous nos critères. Et 6 mois après, nous avons déménagé, on a pris nos valises, on a déménagé et aujourd'hui, on a complètement, radicalement changé de mode de vie. Il n'y a plus de voiture, on habite en centre-ville, les enfants partagent une chambre, etc. Et ils sont évidemment pas moins malheureux qu'auparavant, mais encore, mieux encore, ils ont trouvé leur place là-dedans et quel rôle ils avaient à jouer. Et ça a été extrêmement constructeur, finalement, dans cette période de deuil. Ça a été un deuil qui a été finalement constructif. Et la relance, ce qui me fait conclure sur le fait que la relance, c'est peut-être savoir faire le deuil du monde d'avant pour écrire le monde d'après. Voilà, je vous remercie.